Le Est-ce que titre, t'as bien lu le le titre titre, de la vidéo? le titre, Regarde le titre. le titre, T'as bien le lu. titre, C'est le bon. titre, Sûr, le sûr. titre, Allez, le on titre. passe à la vidéo. Wake up, Mr. West, wake up, culture. Bonjour mes gars et mes go, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très très bien. Aujourd'hui, on va parler du Met Gala. On va parler de ce fucking Met Gala. Et pour ce faire, il faut que je vous parle d'un truc très très sérieux. J'ai une théorie. Quelle est la théorie? Je vais essayer de vous démontrer par A plus B, en tout cas par rapport à ce que je sais et comment je peux, pourquoi la majorité des artistes non noirs n'ont pas respecté le thème et pourquoi elles ont flop. Plus précisément pour le thème de ce Met Gala. Donc, il faudrait être attentif parce que je vous ai déjà tout dit. La conclusion de ma théorie se trouve dans le titre. Pour bien comprendre le titre, il faudra bien suivre comment et pourquoi je suis arrivé à cette conclusion à travers l'explication de la théorie. Pour cette vidéo, comme il y aura beaucoup d'éléments, d'informations, de trucs que j'ai digués à gauche, à droite, je vous mettrai tous les liens en bio. Et big mention à une dame, je mettrai son YouTube carrément sur l'image, qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a aidé dans mes recherches. Bref, pour comprendre pourquoi le thème de ce Met Gala est si symbolique, je vais parler d'histoire. Mais, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer ce que c'est l'événement du Met Gala et après, je vais aller au vif du sujet. En gros, le Met Gala, c'est une soirée organisée par Madame Anna Wintour, la coordinatrice principale de l'événement. C'est une soirée qui réunit les célébrités en vogue du moment, les fucking fashion, les fucking stylistes, les fucking designers, les fucking acteurs. Et la particularité de cette soirée, c'est qu'ils sont tous réunis sous un thème. Et le thème de la soirée va guider le dress code qu'ils devront avoir pour venir à la soirée. Et comme vous connaissez, leur entrée, c'est devenu quelque chose de symbolique. On va voir tous les outfits de ces fucking fashion, des fucking influenceurs, des fucking designers, fucking stylistes. Qui vont parader, montrer les tenues et on va comparer à peu près qui est le ou la plus stylée de l'événement, etc. Pour faire très court, c'est à peu près ça. Et le thème de ce Met Gala, il est particulier parce qu'il célèbre le dandysme noir, qui était inspiré par le livre Fashion to Slave de Madame Monica Millers. Si vous voulez revoir à peu près l'explication de ce thème, je vous conseille d'aller voir les vidéos Vogue qui ont été faites à son sujet. Il y a toutes les informations et c'est montré avec ce que je dis. Voilà. Donc, je vous conseille d'aller voir ça pour avoir le max d'infos pour bien comprendre ce que je vais dire. Dans le livre de Madame Monica, elle explique comment certaines personnalités noires ont réussi à utiliser les arts, plus particulièrement la mode, le style vestimentaire, pour s'émanciper de leur position d'esclaves, pour rentrer dans la société et pour ne plus être vus que sous le prisme de sous-hommes et d'esclaves. Et ces hommes-là, ça va être eux qu'on va surnommer ou appeler les dandys. Les dandys, globalement, ça va être des personnes qui vont avoir un sens aiguisé du style, qui vont être vraiment dans la perfection vestimentaire, qui comprennent les codes de la mode, qui comprennent toute l'histoire qu'il y a et qui vont jouer aussi des codes de l'histoire, des codes de la mode, que ce soit contemporaine, que ce soit moderne, etc. Pour vous faire simple, les dandys qu'on a actuellement, on peut citer Pharrell, on peut citer A$AP, on peut citer Lewis Hamilton, on peut citer Coleman Domingo. Et les 4 personnes que j'ai citées, ce sont les co-directeurs de l'événement. On va dire les personnes qui représentent le plus le dandysme noir à notre époque. Il y en a d'autres, mais je vais les citer un peu plus tard dans la vidéo. Pour que vous compreniez un peu la particularité du dandysme noir, il vous faut un petit point histoire. Pour commencer, le dandysme, c'est un mouvement qui est né en Angleterre. Début 18e siècle, c'était un mouvement dans lequel certaines personnes, plus précisément des aristocrates, des personnes de lettres, des intellectuels, etc., avaient un sens aigu vestimentaire. Pour faire court, c'était les fucking fashion qui étaient branchés mode, qui connaissaient l'histoire de la mode, qui savaient tout ce qu'il y avait derrière. Et en plus de ça, ils s'habillaient bien. Pour eux, l'habillement, c'était pas juste un uniforme pour présenter une classe sociale. Ça montrait qu'ils étaient vraiment, c'était le prolongement de leur art. Et parmi les grands personnages du dandysme anglais du 18e siècle, on peut citer le Big Boss, Bob Brummel et Oscar Wilde. Vous savez déjà qui c'est, je suppose. Et lorsque le dandysme a fait un peu le tour en Angleterre, on va dire que c'était une trend. Vous comprenez, on va parler en termes de trend. Voilà, la trend, c'était une niche en Angleterre au début. Les fucking Anglais, ils faisaient leurs trucs, etc. Et, vous savez, les trends, ça voyage. Et la trend arrive en France. Et le plus particulier, c'est que c'est pas forcément des personnes qui avaient un sens
aigus du style vestimentaire qui sont appropriés les codes du dandysme, ça va être tous les littéraires, tous les fucking philosophes, les fucking auteurs. Et parmi les fucking auteurs qui sont inspirés du dandysme, pour utiliser ça dans leur processus de création, dans leur manière de concevoir l'art, dans leur manière même d'exprimer leur art, on va citer le Big Boss, roulement de tambour, le Big Boss, Baudelaire. Lui, il va pas utiliser le dandysme au niveau vestimentaire. Peut-être qu'il l'a utilisé, mais je sais pas. J'ai pas trouvé les feed pics de Baudelaire. Désolé. Mais lui, ça va se voir dans sa manière d'écrire. Il va être dans un style très très épuré, dans un style très très beau. Ça sera l'art pour l'art. Montrer la beauté d'une chose pour sa beauté. Et la particularité de Baudelaire, en plus de la manière dont il va utiliser le dandysme et cette perfection, cette recherche de la beauté, de la perfection à chaque fois, il va le mettre dans son art au max, au max, au max. Il va spammer ça partout. Fun fact, Baudelaire, c'est un gars qui aimait les tanas. C'est ok. On va essayer de faire pour que le Dieu nous écoute. Pourquoi je parle de tana? Vous allez dire, je whip tout, mais pas du tout. Je vais prendre l'exemple de la femme pour que vous compreniez pourquoi. Pas si bizarre de parler de tana dans le cadre de ce fucking Baudelaire. Baudelaire, il n'aimait pas les femmes naturelles. C'était un mec qui aimait les meufs full face, sous BBL, sous faux ongles, refaites. C'est un gars, il aurait kiffé les Kardashians. Et lui, le côté dandysme s'est exprimé dans son art, dans Les Fleurs du Mal. Il a fait 2 poèmes qui illustrent parfaitement le truc, Les bijoux et la géante. Il explique comment lui, il n'aime pas les femmes naturelles, il préfère les gens refaites, les femmes qui ont beaucoup de bijoux, beaucoup d'accessoires. Il ne représente pas la nature, qui sont très, très, très artificielles. Dans sa manière de concevoir ses poèmes, d'écrire, malgré que le monde va mal, en tout cas dans la manière dont il va présenter le monde, il va être toujours ce gars-là, ce fucking gars qui va toujours essayer d'aller à la perfection, de trouver le mieux dans le pire, qui veut transformer la boue en or. Et le dandysme, en tout cas français, ça va être lui. Je pense, sans whipping, ce sera peut-être l'un des dandysmes et peut-être l'un des pionniers de ce mouvement. Mais lui, ça va pas se voir vestimentairement parlant, comme je répète. Ça va être dans son processus de création. En tout cas, lui, il va incarner ce type de dandysme, ce gars qui va être stylé, ce fucking fashion, qui va juste vouloir s'habiller, pour montrer que c'est le plus frais. C'est celui qui est embranché sur toutes les tendances, qui sait ce qu'il fait. De plus, ça va être aussi un mouvement en contre-courant avec les élites bourgeoises. Il va vraiment aller contre les valeurs matérialistes de la société de son époque pour mettre en avant l'individualité, pour montrer que lui aussi il existe à travers qui il est, à travers son style, à travers son art. Son art va plus être un moyen, ça va devenir une fin en soi et il va tout le temps montrer qu'il existe, montrer que son individualité compte à travers son art. Bref, quand c'est arrivé en France, ça a touché un peu toutes les sphères. Et justement, avec l'appui, le gambergeage des philosophes, des littéraires, etc., ça va prendre une ampleur presque européenne. Mais le dandysme noir ne commence pas au XVIIIe siècle, il commence bien plus tôt au XVIIe siècle. À titre de comparaison, le XVIIe siècle, ça va être la période où il y aura Louis XIV qui va faire un pressing aux parlementaires pour pas qu'ils fassent une fucking fronde d'eux. Ça va être l'époque où Molière, il était le GOAT. Il n'était pas encore mainstream comme maintenant. Où il va enchaîner banger sur banger, il va enchaîner Malade imaginaire, Tartuffe, Don Juan. Que des pépites, ce mec. Franchement, il fallait être là, hein. Il fallait être branché à cette époque. C'était la fucking bonne époque, quand tout n'était pas mainstream. Bref. Et pendant cette période-là, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, en Angleterre, il y avait 2 types d'esclaves. Il y avait ceux qui travaillaient dans les champs et ceux qui travaillaient dans les maisons. Et les personnes qui pouvaient se procurer des esclaves, c'était des aristocrates très 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 riches qui utilisaient justement les esclaves de maison pour montrer leur richesse. Vous allez me dire, comment? Ils les habillaient avec des bêtes d'outfit parce que c'était bien vu dans la société d'avoir un esclave de 1. Et plus il s'habillait bien, plus il était frais, ça montrait le degré d'opulence du propriétaire. Donc on était considérés comme des biens meubles à cette époque-là. Et en plus, plus le bien était frais, plus ça montrait que le gars, il avait des sous. Il avait des tales, comme dit Benden. Et au fur et à mesure, c'était instauré à peu près dans la culture de montrer l'opulence à travers les esclaves.
Et même avant même que le dandysme soit créé, dans le sens où la dame est employée dans le livre, le vêtement avait déjà une place dans la manière dont les esclaves étaient vus. Et toujours dans ce mouvement, toujours dans ce XVIIe siècle, en Angleterre, on va parler du cas de Julius Soubise, qui était un enfant esclave qui avait 10 ans, qui était adopté par la duchesse de Queensberry. La pauvre madame, la duchesse, en avait perdu ses 2 enfants, donc elle a adopté Julius, et Julius a été éduqué, il a appris tous les codes de l'aristocratie, etc. Et lorsqu'il a grandi, on va dire c'est le pionnier, en tout cas l'un des pionniers au niveau historique, pour se démarquer un peu, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, voir des Noirs, c'était pas commun, ils étaient vus comme des esclaves lorsqu'ils étaient exposés au monde. Donc, pour se défaire de cette image-là, il va utiliser les vêtements. À l'époque, ça portait des perruques, des souliers, des parures, pour montrer l'opulence du gars. Je vais vous montrer les images, quelques illustrations pour que vous voyez à peu près comment on s'habillait à cette époque-là. Donc lui, tu vois, il a abusé sur les codes aristocratiques, il s'habillait avec les costumes les plus luxueux, toujours saupoudré, toujours soin sur lui, etc. Et justement, le fait qu'il soit toujours en surperformance, ça montrait qu'il était à leur niveau. Et n'oubliez pas, cette notion de surperformance, ça va revenir un peu plus tard. Voilà, passons. Et au fur et à mesure, à cette époque-là, tous les Noirs qui étaient à peu près éduqués, ils utilisaient le vêtement pour montrer leur niveau d'intelligence. Plus tu t'habilles bien, plus dans l'imaginaire collectif, on peut se dire que, ah ouais, peut-être lui, il est intelligent, peut-être lui, c'est plus un homme que les autres Noirs qui lui ressemblent. Au fur et à mesure, ce lien entre style vestimentaire et noir, ça va continuer à exister. Et on aura des mouvements plus contemporains à notre époque, comme les Zoot-Suit. Pour faire court, les Zoot-Suit, c'est un mouvement qui est né dans les années 40 aux States, dans les grandes villes comme Chicago, New York, Harlem. Ce sont des personnes noires qui portaient des costumes baggy, pour faire court, les épaules imposantes, des pantalons balloon, des gros chapeaux, des souliers, etc. Ils portaient ça pour montrer, malgré les stéréotypes négatifs qu'il y avait dans la société, c'est des gens qui se prenaient au sérieux. Ils se réappropriaient les codes des oppresseurs pour fly, pour danser dans la ville. Et justement, c'était un uniforme que toutes les personnes oppressées portaient. C'était porté par les Latinos, c'était porté par les Philippins, c'était porté par les Noirs américains. Et lorsque les autorités américaines ont vu que les Noirs, les gens qui n'étaient pas, en tout cas les gens qui n'avaient pas la cote à cette époque, commençaient à se brancher un peu mode. Et c'était pas juste la mode pour la mode, c'était pas juste le dandysme, c'était pas juste l'art pour l'art comme Baudelaire au XVIIIe siècle, c'était vraiment l'art comme moyen de lutte, comme moyen d'émancipation. Et lorsque les sociétés suprémacistes blanches de l'époque a vu et a senti que le mouvement pourrait déraper, à chaque fois qu'ils voyaient des gens dans la rue avec cet outfit-là, les policiers les tabassaient, etc. Parce que les suprémacistes avaient vu le truc que ça pouvait créer. Si les personnes qui étaient déconstruites historiquement arrivaient à se réunir à travers des vêtements et à se reconnecter à leur culture, c'était possiblement, je pense, un début de révolution. Parce qu'ils connaissaient l'importance de l'uniforme, l'importance de se réapproprier qui nous sommes à travers quelque chose de palpable. Après les autres suites, on peut citer aussi les Black Panthers, qui sont illustrés à travers l'uniforme tout noir, béret, lunettes, gilet, bic, blazer noir, pantalon noir, etc. Voilà. Et la particularité de ce mouvement d'émancipation avec les vêtements, c'est que c'est pas un mouvement qui est né qu'en Amérique. Ça s'est fait même en Afrique avec les sapeurs congolais. Vous connaissez déjà. Chaque mouvement de lutte qui est passé par le vêtement a eu ses particularités. Les Zoot-Suit ou les Black Panthers, c'était la couleur, la forme du costume. Les sapeurs congolais, ça vient du Congo, ça va être des costumes avec beaucoup de couleurs, beaucoup de textures, beaucoup d'accessoires qui vont faire que on va les voir, on va les différencier immédiatement des autres Zoot-Suit, des Black Panthers par exemple, en Amérique. Et aussi, on peut citer les Saga Boys, c'est des hommes de Trinidad et Tobago qui faisaient des battles d'outfits pendant l'oppression pour montrer à peu près leur culture. On peut aussi parler des Swenkas, c'est des hommes zoulous à l'époque de l'apartheid qui faisaient des battles d'outfits. C'est aussi un moyen de se réapproprier et de se connecter et de trouver un moyen d'union pour lutter contre l'apartheid comme ils pouvaient. Voilà, parce que c'était une époque où
les opprimés n'avaient pas forcément d'armes militaires pour se défendre. Ils essayaient de manière pacifique de se reconnecter et de commencer une révolte. Voilà, parce que l'uniforme est très très important dans la révolte. Chaque révolte a eu un moment où il a fallu choisir un uniforme et voilà, ça participait à cette lutte. On peut citer aussi les Rude Boys, les Teddy Boys, etc., etc. Et la particularité de tous ces mouvements que j'ai cités, ça va être un uniforme précis, un style vestimentaire pour commencer une révolte. Et dans ce mouvement-là aussi, on peut citer des époques précises comme la Renaissance à Harlem. En gros, la Renaissance à Harlem, ça s'est fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tellement c'était chaud au pays, les travailleurs noirs du nord, du sud vont monter au nord et ils vont se regrouper à Harlem pour trouver du travail. Et la particularité aussi avec ce mouvement, c'est que c'est pas que des prolétaires qui étaient montés sur Harlem. Il y avait tous les musiciens qui étaient branchés, les intellectuels, les écrivains, les poètes qui sont allés là-bas. Et ça fait vraiment une émulation de cerveau. Ça fait des étincelles. Eux tous ils sont connectés. Pendant des soirées, ils ont fait des salons intellectuels, ça discutait d'idées, ça cherchait des moyens d'émancipation, etc. Et c'était vraiment un des gros mouvements historiques qui a permis l'émancipation à travers l'intellect. Et après, le style vestimentaire, parce qu'il y avait un peu de tout là, il y avait des stylistes, des intellectuels, des poètes, donc ils ont pu discuter de ça. Et ça a permis une grande... En tout cas, c'était une période fructive, niveau créatif, niveau truc. Il y avait des musiciens, tout le monde était branché là-bas. Et tous les mouvements que je vous ai cités, c'est à partir des années 30, 40, 50, 60. Les indépendances en Afrique, tout ce qui est sapeur congolais, Pencas et les autres. Saga Boy, Trinidad, Tobago, Rude Boy en Angleterre, etc., etc. Et justement, le thème de ce Met Gala, c'était de mettre tous ces mouvements-là, toutes ces personnes-là, toutes ces personnalités-là en valeur à travers le vêtement. Je vais essayer de vous mettre le max d'illustrations que je peux pour vraiment que vous saisissiez l'impact du vêtement dans l'évolution et l'histoire du dandysme noir. Maintenant que je vous ai dit ça, je pense que vous avez remarqué et que vous comprenez à peu près pourquoi je parle, pourquoi je dis dans le titre. En tout cas, vous commencez à comprendre plus précisément pourquoi je dis dans le titre « Je suis noir donc je suis stylé ». Parce que le style a été toujours un outil politique. Voilà. On n'a pas eu la chance, en tout cas, comme Baudelaire, d'être stylé pour être stylé. Nous, c'était être stylé ou on te douffe. Si t'es pas stylé, on ne te prend pas au sérieux. Voilà. Et ces mêmes préjugés-là existent encore aujourd'hui dans différentes sociétés. Même en France, ça existe. En Amérique, ça existe. Mais on va en venir plus tard.